Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé les travaux de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. Ces assises de 3 jours se sont ouvertes depuis le 18 novembre à Kinshasa. Et ces assises visent justement à offrir aux jeunes congolais de perspectives grâce à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Et les rassemble plutôt plus acteurs institutionnels, économiques et sociaux afin d'identifier des pistes pour créer des opportunités professionnelles et soutenir l'initiative privée des jeunes à travers le pays. Le président de la République qui s'est fait accompagner par l'essentiel des membres de son gouvernement et beaucoup d'acteurs du secteur privé, du secteur public également. Justement, ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que ce sujet, c'est au cœur de l'actualité. Nous sommes la une de l'actualité. Et justement, ce sujet est au cœur de l'actualité parce que l'emploi, le taux de chômage des jeunes est au centre justement des politiques publiques. Le président de la République qui a placé ce sujet parmi les priorité de son deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo veut tout simplement inverser la tendance. On a le plaisir maintenant d'en parler sur ce plateau avec nos 2 journalistes spécialement intéressés à ce sujet de l'emploi, de l'encadrement de la jeunesse. Il s'agit à ma gauche, à votre droite à la maison, de Rosie Chioyo. Bonjour Rosie. Bonjour Junior Ouawa, bonjour très chers téléspectateurs. Voilà, vous êtes journaliste et reporter à Géopolitique Télévision. Vous animez aussi de plateformes de jeunes pour encadrer justement la jeunesse. Vous aurez certainement beaucoup de choses à nous dire. Merci d'avoir accepté cet entretien. À ma droite, à votre gauche à la maison, il s'agit de Daniela Kalala. Bonjour Daniela. Bonjour José Junior Ouawa, bonjour aussi à nos téléspectateurs. Ça faisait longtemps qu'on ne vous voyait pas. Vous étiez en déplacement, vous étiez en Mbuji-Mayi. Comment s'est passé le voyage? Ça s'est plutôt bien passé. C'était pour le compte du travail. Et oui, ça fait très longtemps que je suis sur ce plateau. Ça me fait encore plaisir de revenir. Et oui, la mission s'est plutôt bien passée à Mbuji-Mayi. C'était rempli de mouvements en tout cas. Mais ça va, ça a été. Nous sommes de retour sur ce plateau. Et ça me fait plaisir de retrouver encore nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes journaliste spécialiste de questions économiques à Géopolitique Télévision. Et spécialement de cette mission, tout le monde ne savait pas que vous étiez parti. J'ai reçu le message pour savoir pourquoi vous n'interveniez plus. J'avais dit tout simplement que vous n'étiez pas sur place. Qu'est-ce qu'on retient sur le plan économique? Comment se comporte la ville de Mbuji-Mayi depuis ces 10 dernières années? Alors, la ville de Mbuji-Mayi est une ville en pleine construction. Donc, c'est une ville dont les personnes, les piliers, on va dire, de la République démocratique du Congo sont en train de jeter encore l'œil sur cette province. Beaucoup de personnes dont j'ai été les noms sont en train de construire des infrastructures, des écoles, des stations de service et aussi dans des différents villages comme Chilingue, par exemple, introduire de l'eau au travers des citernes qui se donnent gratuitement à la population, aux villageois, donc, et de l'eau potable. Et ailleurs, nous voyons de stations de service et nous voyons aussi l'UOM, l'Université officielle de Mbuji-Mayi, qui a été récemment inaugurée par le président. Qui a été récemment inaugurée par le président, qui va évidemment incessamment commencer avec les activités. Une grande université de Mbuji-Mayi qui fait quand même la fierté de cette province. Donc, en gros, cette province, comme je le disais au début, c'est vraiment une province en pleine construction et on espère bien que la vie reste encore plus chère économiquement parlant. Donc, on espère que dans les jours à venir, cette province sera transformée dans sa totalité. Et surtout qu'il y a beaucoup de projets de développement, notamment la route en construction Kalamba-Kanangambuji. Donc, c'est une route essentielle et la route nationale numéro 1 qui doit être également désenclavée justement sur une partie du pays, au-delà de la route qui doit relier par exemple Bukavu à la ville de Mbuji-Mayi. C'est un grand projet de l'État congolais. Il y a beaucoup d'initiatives parce que vous parlez de la cherté de la vie sur place, justement dû à l'enclavement, parce que la ville c'est comme un îlot qui s'est posé quelque part, mais qui
qui est déconnectée presque de l'ensemble du pays. Exactement, la ville de Mbuji-Mayi est pratiquement déconnectée. Tout arrive par avion, tout provient soit de Lubumbashi, soit de Kinshasa. Alors cela fait en sorte que la ville soit plus chère, dans le sens où lorsque c'est importé, on va dire ça comme ça, le produit arrive, les agents économiques sont obligés de vendre plus cher parce que vous voyez le coût de l'avion et les désenclavements. Très, très, très élevé. Et je pense que plus tard, ça sera meilleur parce que, comme vous venez de le dire, il y a des infrastructures qui sont en pleine construction. Il y a des routes. Maintenant, là, à Mbuji-Mayi, vous pouvez circuler et il y a on va dire, de macadam asphalté. Donc, vraiment, cette ville est en pleine construction et promet de très belles choses. Et c'est justement dans ce cadre-là, on ne parle pas de Mbuji-Mayi, je vous ai présenté comme actrice dans le secteur développement de jeunes et l'encadrement dans les secteurs sociaux. Et qu'est-ce que Umoja, votre organisation, c'est Umoja, c'est... Umoja Juu Congo. Voilà, et concrètement, qu'est-ce que vous faites là-bas? Parce que quand on parle de vous, on voit non pas seulement journaliste, on voit d'abord aussi l'actrice sociale. Alors, Umoja Juu Congo est une association des jeunes pour les développements et le changement de mentalité. Nous travaillons plus dans la promotion de l'éducation, étant donné que la plupart des jeunes n'ont pas accès à l'éducation suite aux problèmes, aux moyens financiers. Et aussi, beaucoup n'ont pas, certes, ils ont accès à l'éducation, mais pas une éducation appropriée. Alors, nous militons pour que chaque jeune puisse bénéficier d'une très bonne éducation. Et aussi, on se base aussi sur la promotion de la formation professionnelle. Parce qu'après avoir été éduqués, on a besoin des jeunes qui sont capables de pouvoir travailler et apporter quelque chose dans le pays. Étant donné que la jeunesse représente la majeure partie de la population avec au moins 90%, donc nous travaillons plus dans ça. Merci beaucoup Rosiane, merci à vous Daniela pour ces éclaircissements, chacun dans son point fort justement. Lors de le lancement de ces travaux, le président est revenu pour justement, il a justifié sa présence à ce terme. J'ai souhaité personnellement être à la tenue de cette table ronde nationale afin que nous puissions ensemble définir une stratégie unifiée et arrêter des mesures concrètes au service de la jeunesse. Et cette table ronde a été convoquée pour renverser la dynamique, regarder le fait en face, coordonner les acteurs et décider de mesures à fort impact et surtout réalisables. Ce qu'a dit le président de la République. Daniela, vous êtes l'auteur de ce reportage que nous allons tout de suite suivre là pour planter le décor, faire comprendre aux autres comment, de quoi est-ce que nous parlons, et on revient juste après. Et si nous sommes avec la même intelligence avec la réalisation, Guilain, pouvez nous proposer ce reportage? Je me réjouis de prendre la parole ce jour à l'ouverture de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. C'est ce mardi 18 novembre qu'a débuté la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Un rendez-vous très attendu par les jeunes, les entrepreneurs congolais et les acteurs économiques. Tous espèrent y obtenir de réponses concrètes face au chômage persistant de jeunes en RDC. Si le président a vraiment promis la création de l'emploi pour les jeunes, ça serait vraiment un avantage pour nous parce qu'il y a beaucoup de diplômés, beaucoup de licenciés même, dont ils finissent les études, il n'y a pas d'emploi vraiment. Ça sera une très bonne idée si le président vraiment peut nous aider avec la création des emplois vraiment. Pour l'initiative, on est bien, le chef de l'État, le ministre, on a commune na kata ville à Kinshasa d'abord. Et dans chaque commune, on va créer un emploi pour aider les jeunes. L'État est capable de faire ça. C'est une gravité. La menuiserie, cordonnerie, maçonnerie, il y a beaucoup de services aux jeunes, il y a beaucoup. Non, ce qui l'État joue moyen, quoi, type, nan ndenge ya norme que batongi esika moko neti na commune kingani. Pour l'entrepreneur Mathieu Kalembalou Bilangi, il est essentiel que cette rencontre devienne un véritable espace de transformation. Il rappelle également que sans entrepreneuriat, il peut y avoir des créations d'emplois durables pour la jeunesse congolaise. Pour moi, les regards que je porte sur cette table ronde consacrée à l'emploi et à l'entrepreneuriat, c'est que de faire de ces lieux un lieu de changement de mentalité, d'initiation, et surtout faire comprendre aux jeunes que sans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'emploi.
s'il y a des mesures concrètes qui devraient sortir de cette rencontre, de penser aux réformes dans les domaines de la fiscalité, investir dans la formation des jeunes. C'est cette lourdeur administrative dans le processus d'accès au crédit. Cette table ronde est par ailleurs perçue comme une opportunité de mieux structurer l'écosystème entrepreneurial congolais, encore handicapé par le manque de formation spécialisée, la rareté des incubateurs et la difficulté d'accès au financement. Enfin, soutiennent certains observateurs, la population congolaise attend une collaboration plus active entre l'État, les secteurs privés et le partenaire technique afin d'offrir à la jeunesse de perspectives solides et un environnement propice à l'innovation. Alors Daniel, vous êtes l'auteur de ce reportage. Vous venez de suivre qu'est-ce que vous nous racontez à travers ce reportage. Qu'est-ce qu'on retient encore au-delà de ce que vous avez dit? Parce qu'on a suivi par exemple le chef de l'État qui déplore le fait que les initiatives prises dans le secteur de l'encadrement, l'emploi de la jeunesse restent dispersées, insuffisamment coordonnées et parfois ponctuelles, parfois limitées à certaines zones urbaines. Vous veniez de nous parler tout à l'heure de la situation en Mbuji-Mayi, c'est-à-dire c'est une situation particulière, mais au-delà de Mbuji-Mayi, on connaît la situation réelle de ce pays où il y a beaucoup de problèmes de développement, il y a l'insécurité alimentaire, il y a beaucoup... Et qu'est-ce qu'on retient encore dans cette initiative? Pourquoi l'avoir convoquée? Alors, le reportage que nous venons de suivre, c'est l'ouverture justement de la table ronde, une initiative évoquée par le président de la République lors de la 61e réunion du Conseil des ministres, où le président de la République a donné l'instruction de convoquer justement cette table ronde et le ministre de l'entrepreneuriat, M. Justin Kalumba Mwana Ngongo, qui a quand même donné les termes de référence lors de la 63e réunion du Conseil des ministres. Donc là, nous venons de voir un reportage de l'ouverture justement qui s'est passée hier, une table ronde, une réunion cruciale qui était quand même très attendue par les jeunes parce que nous sommes sans ignorer de la situation de la République démocratique du Congo concernant le chômage. Nous avons une population jeune, nous avons aussi le taux de chômage qui est très élevé et ça depuis bien des lustres. Donc au travers de cette table ronde, l'idée, comme vous venez de dire, pour le président de la République, c'est d'abord créer des emplois décents, donc créer des emplois décents, de permettre aux jeunes d'avoir l'accès au financement facilement. Plusieurs points ont été évoqués. Je pense que tout au long de cette émission, nous allons en parler mollo, donc lentement. Donc voilà, c'était l'ouverture de la table ronde qui a été attendue par les jeunes. Vous avez vu les jeunes parler, vous avez vu les jeunes se plaindre parce qu'il y a un des jeunes lors du reportage qui a quand même dit que ça fait longtemps, il y a de prises de décisions comme ça, il y a des réunions comme ça, mais on ne voit pas de suivi, il n'y a rien. Mais cette fois-ci, les jeunes sont quand même en train de compter sur le président de la République, sur sa main, sur l'entrepreneuriat et sur aussi la création d'emplois de jeunes. Alors, il y a beaucoup de secteurs, beaucoup de défis dans ces secteurs-là. Rosiane, vous qui encadrez justement ces jeunes-là, la jeunesse, et qui fait face malheureusement à ce problème d'emploi, de chômage de masse, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler que la situation a évolué depuis un certain moment en 2025 ? Alors, merci beaucoup pour la parole, Junior Owawa. Alors, il faudrait noter que la jeunesse représente une grande partie de la population, notamment environ 70% de la population. Aujourd'hui, la plupart des jeunes se sont lancés dans le travail informel qui est dominé avec environ 84%. Pourquoi? Faute de travail, parce qu'ils n'ont pas assez d'opportunités qui se présentent à leur portée comme ça. Aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a, c'est une question même qu'on a abordée avec un professeur récemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de diplômés, mais beaucoup de diplômés, mais peu qui se retrouvent après leur diplôme. Il a évoqué une problématique pour dire que les systèmes éducatifs à l'université, le système supérieur, ne répond pas totalement aux réalités qu'on retrouve sur terrain. Comme sur terrain, par exemple, il y a d'autres réalités et à l'université, ce ne sont pas les choses qu'on apprend à l'université, notamment aussi avec un problème aussi d'accompagnement. Parce qu'on a évoqué aussi la problématique d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui aimeraient avoir de l'emploi, mais qui ne s'y retrouvent pas, qui préfèrent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais il y a un autre problème, le manque d'accompagnement. On a reçu plusieurs fois des entrepreneurs sur ce plateau pour dire on veut entreprendre, on a des initiatives, on a des projets qu'on a mis en place mais sans buter à des problèmes.
on a le manque des financements, le manque du soutien et surtout le manque de confiance. Je peux entreprendre dans quelque chose peut-être qui peut être pareil qu'un étranger. Un Congolais va préférer aller acheter chez un étranger que venir acheter chez moi. Ouais, ce sont tous ces problèmes-là qu'on rencontre dans ces secteurs. Alors, elle a évoqué un point crucial, j'estime très important, en termes de confiance en soi. Vous avez été, il n'y a pas longtemps, avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui a accordé une interview à Géopolis avec d'autres médias où le gouverneur parlait de la confiance en la monnaie nationale qui serait une question de religion, c'est-à-dire croire à quelque chose. Effectivement, est-ce que ce n'est pas tout simplement les manques de crédit qu'offre suffisamment l'homme congolais qui fait que finalement, il n'y a pas souvent la possibilité d'avoir accès à ces crédits? Exactement. En dépit de tout ce que Rosie tu venait de citer tout à l'heure, il y a aussi ce problème-là d'accès au financement de crédit. Vous voyez, d'accès au crédit par le jeune pour justement l'entrepreneuriat. Comme Rosie venait encore de le dire, la jeunesse congolaise n'est pas soutenue au travers de l'entrepreneuriat. Déjà, le fait que nous soyons le secteur informel puisse dominer dans notre économie nationale, il y a aussi ce jeune. On est sans ignorer que chaque année, les universités sortent des milliers, alors de milliers d'étudiants, des milliers de licenciés qui se retrouvent sur un secteur d'emploi qui ne leur donne pas la possibilité de pouvoir exprimer, enfin démontrer ce qu'ils venaient d'apprendre. Et aussi, au-delà du fait qu'il y a ces problèmes-là d'accès au financement, il y a aussi dans différentes universités, on nous apprend des théories que sur les secteurs d'emploi n'est pas demandé. On nous apprend des théories obsolètes, des théories archaïques qu'on n'arrive pas forcément à nous retrouver sur le secteur d'emploi. Parce que j'ai été universitaire, j'ai appris des théories qu'aujourd'hui, en fait, je sors, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Avec la réalité. Exactement, c'est un décalage avec la réalité. Donc, la jeunesse congolaise est en pleine souffrance. C'est comme ça que le président de la République n'est pas resté indifférent par rapport à cette question de chômage, par rapport à cette question de la jeunesse. Parce que j'ai aimé sa phrase, je cite, il a dit un pays qui laisse sa jeunesse sans horizon et c'est lui qui prépare sa propre fragilité. Donc le président est conscient de savoir que la population congolaise est dominée par la jeunesse. J'ai été à Mbuji-Mayi, j'ai vu que c'est pareil que ici à Kinshasa, dans différents villages de Mbuji-Mayi, nous retrouvons pas mal de jeunes. C'est une population très jeune là-bas, mais qui ne se retrouve pas. Alors, les jeunes préfèrent encore se plonger dans le secteur informel. Donc, un jeune va préférer se débrouiller. C'est lui qui est censé va préférer se débrouiller. C'est lui qui est fragile, on va dire. Il va se livrer au banditisme. Mais au même moment, vous avez la parole au même moment. Par exemple, quand j'ai lu la phrase du président, il revient, il dit par exemple, ces initiatives restent dispersées, insuffisamment coordonnées, parfois ponctuelles, parfois limitées à certaines zones urbaines. C'est-à-dire, je reviens sur les termes, sur la coordination. Il dit il n'y a pas de coordination. L'État, effectivement, n'a pas vocation de créer tous les emplois du monde, de son pays, mais c'est justement mettre les conditions nécessaires pour que justement les citoyens puissent en bénéficier, créer leurs propres opportunités de développement. Est-ce que les conditions actuelles permettent, est-ce que nous puissions atteindre cet objectif-là? Non, mais pas du tout, parce qu'au-delà du fait qu'il y a déjà manque d'emploi et les conditions sur base de l'entrepreneuriat, en tout cas, on n'a pas de conditions qui mettent à l'aise les jeunes entrepreneurs, parce qu'en fait, tous les étudiants qui sortent des universités n'ont pas objectif de chercher d'emploi ou de travailler chez X ou Y personnes ou dans X ou Y entreprise. Ils ont peut-être la volonté, le président l'a d'ailleurs dit lors de son discours, la volonté y est, donc l'étudiant ou la personne, ou le jeune Congolais, a la volonté de créer, a la volonté d'entreprendre, de créer une entreprise, mais n'a pas de soutien du gouvernement congolais, n'a pas de soutien du gouvernement congolais, n'a pas l'appui du gouvernement congolais, n'est pas soutenu financièrement, il n'y a pas de banque d'investissement, il n'y a pas, on va dire, la banque bloquée carrément à la jeunesse congolaise l'accès au crédit pour justement la création de plusieurs entreprises ou pour développer ces mondes-là entrepreneurial. Donc pour répondre à votre question, en tout cas, la situation n'est pas propice. Mais je pense que la table ronde vient de commencer. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Demain, ça sera les derniers jours. La jeunesse congolaise est en train vraiment d'attendre les réalités, on va dire les résolutions.
voilà les résolutions applicables réellement cette fois-ci, les résultats. Oui, alors, Rosiane, Daniela a évoqué tout à l'heure une adaptation justement de notre système éducatif aux réalités du terrain, parce qu'aujourd'hui, on apprend la philosophie, on apprend tout ce qu'il y a comme les sciences générales. Et quelles sont les sciences, par exemple, sur lesquelles vous rencontrez justement un besoin pressant, parce que vous qui êtes dans ces milieux, au-delà du journaliste, je dirais assez, et vous qui encadrez la jeunesse, et quels sont les besoins qui reviennent souvent sur le terrain. En termes de formation. Exactement. Alors aujourd'hui, quand il s'agit par exemple, je vais citer les domaines et puis je vais parler des problèmes que les jeunes rencontrent. Alors les secteurs qui ont plus besoin de la main d'œuvre, ensuite il y a les secteurs de la mécanique, électricité, numérique, gestion, maintenance industrielle, agro-industrie. Alors aujourd'hui, on se bute à un grand problème. Vous allez remarquer que beaucoup des jeunes dans ces métiers-là, ce ne sont pas les jeunes qui ont cette opportunité. Parce que des bases, ils ne sont pas formés dans ça. Et ce sont les métiers qu'on a souvent l'habitude de négliger. Aujourd'hui, on forme plus les jeunes, par exemple, je prends un exemple, par exemple, comme dans les journalismes, l'économie et tout ce qui va avec. Et on néglige les secteurs qui ont plus besoin de la main-d'œuvre, qui ont plus besoin du soutien. Aujourd'hui, vous allez voir un jeune qui s'y connaît peut-être en électricité. Mais on va préférer appeler un étranger pour pouvoir pour pouvoir travailler dans ces secteurs-là. Vous voyez que c'est vraiment très compliqué. Très compliqué, vous revenez souvent sur ça, mais on dit que notre système éducatif, il est beaucoup plus dans les formations à caractère général, je le disais, les cours, la littérature, tout comme ça, mais justement, le marché, il a besoin plutôt des secteurs techniques. Comment peut-on faire justement pour que les systèmes éducatifs puissent s'adapter aux réalités? Est-ce qu'il va falloir peut-être privilégier la formation professionnelle au-delà de ce que vous avez appris à l'université, que les gens s'inscrivent justement de la formation continue pour s'adapter au marché d'emploi? Bon, je pense que vous avez évoqué une question très importante en ce qui concerne la formation professionnelle et aussi en ce qui concerne l'adaptation du système éducatif aux réalités actuelles. Moi, je pense qu'on ne peut pas forcément parler de l'adaptation, on peut revoir notre système éducatif. Aujourd'hui, la plupart des réalités qu'on rencontre sur terrain n'ont pratiquement rien à voir avec ce qu'on rencontre sur les marchés. Alors, il faudrait revoir le système éducatif, essayer d'apprendre aux étudiants, aux jeunes, à l'université, à l'école, les choses qui peuvent apporter, les choses dont le pays a besoin. Et aussi, il y a le ministère de la formation professionnelle qui a récemment livré des formations sur différents secteurs, mais qui, on va voir, on dit que ce sont bien sûr des formations, mais qui ne répondent pas totalement aux besoins du marché. Aujourd'hui, je vais parler d'un secteur un peu simple. On parle par exemple du secteur touristique, vu que j'ai couvert des activités sur ça. Vous allez remarquer que c'est un secteur très riche, mais il y a beaucoup de gens négligent ces secteurs-là. C'est parce que déjà à l'école, on n'apprend pas ça. Vous voyez? On n'apprend pas ça. Et apprendre ça à l'école et aussi outiller des étudiants, mettre des opportunités à leur portée pour que ces jeunes soient en mesure de pouvoir travailler, être créatifs dans ces secteurs. Et vous qui travaillez dans le secteur de finance et de l'économie, Daniela, et on décrit aussi la bureaucratie, l'environnement des affaires en RDC qui semble instable comme l'une des causes justement de ces chômages de masse et le défi de développement de l'entrepreneuriat, de l'éclosion justement de la prise en charge de la démographie galopante de la RDC et les réalités du terrain. Exactement, ça fait partie des raisons. Nous voyons la tracasserie, le manque d'informations, encore de longues procédures administratives qui découragent certains jeunes et qui rendent encore plus l'environnement instable pour plusieurs jeunes. Mais je vais encore revenir sur ce que Rosie Chioyo venait de dire tout à l'heure, les systèmes éducatifs, adapter notre système éducatif à la demande de la République démocratique du Congo. Excusez-moi, vous nous apprenez de Socrate, de Platon, mais ok, on a besoin d'informations, merci beaucoup. Mais est-ce que la RDC a besoin que moi je connaisse de A à Z de l'histoire de Socrate ou l'histoire de Platon? Ok, ça va me servir comme information, mais c'est dont la RDC a besoin.
si nous arrivons à adapter le système éducatif, nos enseignements, on va dire nos cours de l'université à la demande de la RDC, étudier vraiment le besoin de la RDC, je pense que la jeunesse congolaise va se retrouver et ne va pas être désemparée. Par exemple, à Lubumbashi, nous connaissons tous que c'est une province minière, c'est une province des mines, et là, à l'université de Lubumbashi, nous retrouvons des facultés comme géologie, où on apprend aussi l'étude de la terre, l'étude de la mine et tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'on crée une faculté pour pouvoir permettre à la jeunesse... L'adaptation, justement, du système éducatif a été évoquée. Moi, je vous pose la question de savoir aujourd'hui, quand on parle de l'environnement du travail, l'environnement, la bureaucratie qui pose problème, et qu'aujourd'hui, par exemple, la pression fiscale, on parle aujourd'hui du climat des affaires qui n'est pas suffisamment propice au développement. Et qu'est-ce qu'on peut retenir, par exemple, à ce secteur-là? Par exemple, à ces secteurs-là, le climat des affaires qui est instable par rapport à la jeunesse congolaise, parce qu'en fait, il y a des jeunes qui arrivent, par exemple, dans des entreprises où il y a des vieux, il y a des personnes qui devaient aller normalement en retraite, mais qui quand même persistent à rester dans leur poste, alors lorsque la jeunesse congolaise ou le jeune congolais arrive, au lieu de remplacer le monsieur qui n'arrive plus à voir, à lire correctement dans sa machine parce qu'il a le problème d'yeux, le monsieur qui n'arrive plus à écrire parce que la main tremble, il doit normalement aller en retraite, mais qui persiste à rester là, alors ça fait en sorte que ça déstabilise un peu l'environnement, ces secteurs-là en fait, ça déstabilise un peu les climats des affaires pour la population congolaise. Donc il y a beaucoup de mots comme ça qui sont quand même soulevés à la table ronde pour y revenir, donc pour pallier justement ce problème pour la jeunesse congolaise. Alors, heureusement, on parle par exemple, le manque d'accompagnement et des mentorats, par exemple, des gens qui ne soutiennent pas justement cette jeunesse-là. Il y a des gens qui ont évolué certainement dans un secteur comme celui des médias ici, mais qui ont besoin effectivement d'encadrer la jeunesse. Quels sont les défis que vous estimez pouvoir être possibles dans ces secteurs? Alors, merci beaucoup pour la question, Junior Ouawa. Ça, c'est une question même que j'ai eu à aborder avec un monsieur qui travaille dans les secteurs de la formation, de l'entrepreneuriat aussi. Parce que récemment, nous étions dans une conférence qui était venue animer la conférence pour essayer de conseiller des jeunes et tout ça. Je soulevais un problème pour dire, aujourd'hui, on dit que la RDC, les jeunes est un pays pauvre et la plupart des jeunes sont des jeunes qui n'ont pas accès peut-être accès à l'université, mais qui ont peut-être des projets, ils sont loin. Comment est-ce qu'on peut faire pour approcher ces jeunes-là? Déjà, le problème, c'est d'abord l'insécurité. Il y a des personnes qui ont la volonté peut-être de pouvoir former ces jeunes, mais ils sont butés à un problème, l'insécurité, et pour essayer d'approcher ces jeunes, et aussi... le manque peut-être des financements, s'il faut le dire comme ça. Et il y a aussi un autre problème aussi, l'accès, peut-être, aujourd'hui, les mondes a évolué, la technologie a évolué, on a le téléphone, on a l'Internet, mais les problèmes se posent à un niveau. Aujourd'hui, pour se recharger, c'est devenu très cher. On parle d'un pays qui a des jeunes qui ont du mal à s'en sortir, et déjà pour avoir l'accès à l'internet, c'est vraiment très difficile, et aussi les faibles équipements informatiques. Aujourd'hui, avoir un ordinateur, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, c'est pas donné à tout le monde. C'est comme un luxe aujourd'hui. Alors mettre à la disposition des jeunes qui veulent évoluer, ces genres de choses, ça peut quand même aussi leur aider aussi. Et si même l'État prenait des dispositions, par exemple, allez voir même les jeunes qui vivent à Tchangou, allez voir les jeunes qui vivent à Selemba, ou les jeunes qui ne peuvent pas avoir cette opportunité, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent même pas qu'il y a une conférence, il y a une table ronde qui a été organisée pour eux. Alors comment est-ce que l'État peut informer ces personnes? C'est aller vers ces jeunes, parler avec ces jeunes, discuter avec ces jeunes. Merci beaucoup, Rosiane. On ne saura pas continuer parce qu'on est pris par les temps. On va laisser la place au journal, mais je pose la dernière question à Daniela. Au-delà de la formation qui doit être adaptée, au-delà de l'adaptation technologique, au-delà de ce qu'on a dit, les mentorats, qu'est-ce qu'on retient? Quels sont aussi qui feraient, selon vous, d'autres défis auxquels la jeunesse congolaise est confrontée, justement, pour prendre en charge ce développement économique attendu d'elle, justement parce qu'elle est la majorité, elle constitue la tranche de la population la plus majoritaire dans le pays?
au-delà de tout ce que nous avons cité, nous pouvons aussi parler de... Nous ne pouvons pas passer sans évoquer quand même le problème de l'insécurité dans certaines provinces. Si nous allons prendre un peu l'exemple de l'Est du pays, par exemple, dans cet environnement-là, l'insécurité détruit carrément l'écosystème. Ça fait en sorte que c'est très difficile d'entreprendre dans un milieu où tu dois courir d'une maison à une autre pour te cacher, tu dois avoir peur pour ta famille, dans un environnement insécurisé. Donc, c'est vraiment très difficile d'entreprendre. Mais aussi, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'université remplis d'objectifs, ils veulent faire le business. D'autres même qui ne vont pas à l'université, mais qui veulent quand même faire les business, ils veulent entreprendre. Mais à Kinshasa ou en RDC, nous rencontrons ces problèmes de manque de formation de jeunes sur l'entrepreneuriat, parce que beaucoup se lancent comme ça. Vous voyez, au bout de deux semaines, la personne chute carrément. Pourquoi? Par manque de connaissances des différentes choses à faire justement pour entreprendre ou pour maintenir. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui empêchent justement la jeunesse congolaise à se propulser dans ce domaine-là. Beaucoup de défis à relever, justement, beaucoup d'ambition aussi pour les autorités congolaises. Espérons bien que ce forum plutôt ne sera pas un forum de trop, parce qu'il y en a beaucoup d'initiatives comme ça qui sont organisées, mais comme ça a été dit sur ce plateau, que souvent c'est déconnecté parfois de la réalité, ou soit l'information n'est pas suffisamment vulgarisée auprès justement de ces pour qui on organise ça, c'est-à-dire la jeunesse, parce qu'on ne peut pas prétendre avoir réuni la majorité de la jeunesse. Et quand on a une partie congrès justement de la population qui se retrouve dans un centre, dans un salon IP de la ville de Kinshasa et dire on a parlé au nom de la province, par exemple, du Maïndombe ou celle du Sankuru, par exemple. Il y a beaucoup de défis, les initiatives sont là, il fallait, comme le président l'a dit, ça doit se concrétiser sur le terrain, semble-t-il, c'est un défi à relever. Nous, de notre part, encore avoir dit l'essentiel, éclairer la lanterne et l'opinion sur ce qui est justement autour de ces forums et aussi autour de défis auxquels confronter la jeunesse congolaise. On espère bien vous retrouver très prochainement pour un autre numéro d'À la Une. Merci à mes deux invités, Daniela Kalala, journaliste et spécialiste de questions économiques, de Géopolis Télévision. Merci à Rosiane Chiyoyo, qui est également journaliste, reporter, spécialiste de questions sociales, souvent de la jeunesse, encadreur de la jeunesse. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Je cite par exemple Guy Laboutela qui était là à la console. Je vois Benny Fombo qui était à la réalisation. Je vois également Eli Kabila qui était là pour la caméra. Merci à William Albert Kalengaï pour la coordination générale. Bon séjour à lui qui se retrouve maintenant à Genève pour justement représenter l'entreprise dans un grand forum. Bientôt nous aurons les éléments. Vous allez lire également dans le journal Géopolis Hebdo. Lisez également notre magazine qui est sorti où on a consacré la grande partie de ce magazine, de ce numéro, 71e numéro de magazine, sur le sujet d'actualité économique, secteur minier, secteur de l'environnement, secteur des industries extractives. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt. Thank you.